Je m'appelle Fête, j'ai 30 ans. Lors de mon dernier anniversaire, mon père m'a remis une enveloppe qui allait briser tout ce en quoi je croyais, concernant ma famille. Il s'est tenu sur le pas de ma porte, marquant sa première visite dans mon appartement en 3 ans, et a prononcé des mots que je porterai jusqu'à ma tombe: ta grand-mère a laissé ceci pour toi. Elle est morte en étant convaincue que tu ne serais jamais rien. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, se trouvait une lettre, la première ligne disait: si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à tes parents. Je savais que tu le ferais. Ce que j'ai découvert ensuite, une clé, un secret, et des documents cachés pendant 5 ans a changé tout ce que je pensais savoir sur ma grand-mère, sur mon père, à propos de l'héritage dont on m'avait dit que je ne le méritais pas. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, si vous trouvez que cette histoire mérite d'être écoutée, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer, vous abonner, mais seulement si vous le souhaitez vraiment. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous regardez, quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 5 ans en arrière, aux funérailles de ma grand-mère, là où cette histoire commence réellement. Le salon funéraire sentait le lys l'argent. Ma grand-mère, Éléanore Mercé, reposait dans un cercueil en acajou, qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Des fleurs blanches tombaient en cascade autour d'elle, comme si elle dormait dans un jardin, quelque part derrière les invités, un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux, d'oubliable. Mon père, Richard Mercé, se tenait au centre de la pièce, non pas pour faire son deuil, mais pour recevoir. Il serrait des mains de partenaire d'affaires, acceptait les condoléances avec une solennité bien rodée, tandis que sa Rolex accrochait la lumière du lustre à chaque fois qu'il posait sa main sur l'épaule de quelqu'un. Merci d'être venu. Mère aurait apprécié. Je regardais la scène depuis un coin, invisible. Ma belle-mère, Victoria, flottait dans la foule dans une robe Chanel noire, jouant le rôle de la belle-fille parfaite. Elle guidait mon demi-frère Derek, alors âgé de 19 ans, revenu de sa première année dans une université de l'Ivy League, pour qu'il se tienne aux côtés de notre père. Voici Derek, disait-elle à tous ceux qui voulaient l'entendre, le petit-fils bien-aimé d'Éléanore. Elle l'adorait. Personne ne me présentait. J'avais 25 ans à l'époque, j'enseignais déjà en classe de primaire dans une école publique d'un quartier défavorisé, j'étais déjà la déception de la famille, la fille qui avait choisi un petit boulot au lieu d'une carrière. Mais voici ce à quoi je ne cessais de penser, en restant seul près des arrangements floraux. Ma grand-mère avait l'habitude de m'appeler sa petite étoile. Elle m'avait appris à lire avant la maternelle. Elle m'avait laissé vivre avec elle pendant 2 ans après la mort de ma mère, ce furent les années les plus heureuses de mon enfance. Elle m'écrivait des lettres, de vraies lettres manuscrites, même après que je sois devenu adulte. Elle avait toujours du papier à lettres dans le tiroir de son bureau, un papier couleur crème, avec ses initiales gravées en haut. J'ignorais alors que ces lettres auraient de l'importance, qu'elle préparait quelque chose depuis des années. Je savais seulement qu'elle était partie. Et personne dans ma famille ne semblait remarquer que moi aussi, j'étais en deuil. Pour comprendre ce qui est arrivé ensuite, il faut comprendre d'où je viens. Ma mère, Linda, est morte d'un cancer du 5 ans, j'avais 12 ans. Je me souviens de la chambre d'hôpital, du bip des machines, de sa main devenant froide dans la mienne. Je me souviens de mon père, debout près de la fenêtre, regardant le vide, comme s'il était déjà parti. Il ne savait pas comment être un parent célibataire. Ou peut-être qu'il ne voulait pas savoir. 2 semaines après les funérailles, il m'a conduite chez ma grand-mère dans le Vermont, une magnifique vieille maison coloniale avec un porche enveloppant un jardin rempli de roses, il a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer. Ce temps a duré 2 ans. Ces 2 années avec grand-mère Éléanore furent tout pour moi. Elle me préparait des pancakes en forme d'étoile. Elle me lisait Anne. La maison au pignon vert à voix haute, en faisant toutes les voix. Elle me racontait des histoires sur ma mère quand elle était petite, des histoires que mon père ne partageait jamais, parce que parler de maman le mettait mal à l'aise. Ta mère était courageuse, m'a dit grand-mère un soir, en me bordant dans la chambre qui avait été celle de maman, et tu es courageuse aussi, Fête. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Quand j'ai eu 14 ans, mon père s'est remarié. Victoria était élégante, distinguée, avait 10 ans de moins que lui. Elle voulait que je revienne à la maison, disait-elle, pour former une vraie famille. Je suis donc retourné dans la nouvelle maison de mon père, une demeure coloniale de 5 chambres en banlieue. Ma chambre était la plus petite, nichée à côté du garage, loin de la suite parentale. 1 an plus tard, Derek est né. Et juste comme ça, je suis devenu invisible.
Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais ces 2 années avec ma grand-mère n'étaient pas que de bons souvenirs. Elle planifiait déjà quelque chose, s'inquiétant déjà de ce que son fils pourrait devenir. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire en éducation élémentaire, mon père avait cessé de faire semblant de s'intéresser à ma vie. Il n'est pas venu à ma remise de diplôme réunion avec un client, disait-il, tu comprends? Je comprenais parfaitement. Derek, en revanche, a eu droit à une fête quand il a été accepté à l'université. 50 invités, service traiteur. Mon père a porté un toast sur l'avenir du non-Mercé. J'étais assise à la table du fond, sirotant un verre de vin qui coûtait plus cher que mon budget alimentaire hebdomadaire, je regardais ma famille célébrer le fils qui comptait. À chaque fête, à chaque réunion de famille, le même schéma se répétait. Mon père me coinçait à un moment donné me demandait, toujours dans l'enseignement? Oui, papa. C'est quoi le salaire pour ça de nos jours? 30 000? 42 000. Il riait. Pas méchamment, juste d'un air dédaigneux, comme si j'avais raconté une blague moyennement drôle. Je donne cette somme à Derek pour son argent de poche. Il n'exagérait pas. Derek conduisait une BMW que notre père lui avait achetée. Je conduisais une Honda Civic de 2012, achetée d'occasion avec mes propres économies. Les filles, a dit un jour mon père à un partenaire d'affaires lors de Thanksgiving, assez fort pour que je l'entende, elles ne comprennent pas l'ambition. C'est biologique. Les femmes voient petit. Les sentiments familiaux, ce genre de choses. Rien de mal à ça. Il ne faut juste pas s'attendre à ce qu'elles bâtissent quoi que ce soit. Victoria hochait la tête, me tapotant la main avec sympathie. Faites à l'instinct maternel, disait-elle, comme s'il s'agissait d'un prix de consolation, c'est son don. Mon don. Apprendre à lire aux enfants, rester tard pour aider les élèves en difficulté, gagner 42 000 $ par an pendant que mon père achetait des bateaux. Je ne discutais jamais, ne me défendais jamais. J'avais appris tôt que se disputer avec Richard Mercé ne faisait qu'empirer les choses. Alors, je restais silencieuse. Je restais effacée. Et j'ai cru, pendant très longtemps, que ma grand-mère était elle aussi déçue par moi. 2 semaines après les funérailles, nous nous sommes réunis pour la lecture du testament de ma grand-mère. Le cabinet d'avocat était au centre-ville, tout en bois sombre fauteuil en cuir. Mon père siégeait en bout de table comme si l'endroit lui appartenait. Victoria était à sa droite, Derek à sa gauche. Je m'étais assise à l'autre extrémité, près de la porte. L'avocat, que je ne connaissais pas, un homme plus jeune qui jetait des regards nerveux à mon père, s'est raclé la gorge à commencer la lecture. Je ne me souviens pas de la majeure partie du texte. Du jargon juridique, des descriptions de propriété, des dons caritatifs. Ce dont je me souviens, c'est ceci, à mon fils, Richard Mercé, je laisse 90% de ma succession, à gérer à distribuer entre les membres de la famille à sa discrétion. Mon père a hoché la tête, sans surprise. À ma petite fille, Faith Mercé, je laisse la somme de 10 000 $, à utiliser pour l'achat d'un véhicule fiable. 10 000 $. De quoi acheter une voiture d'occasion. C'était tout. Victoria s'est penchée m'a serré la main. C'est gentil, a-t-elle chuchoté, elle voulait que tu sois en sécurité sur la route. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Derek ne m'a même pas regardé. Il demandait déjà à notre père quelle stratégie d'investissement adopter pour sa part. Et mon père? Mon père souriait. Pas un sourire joyeux, mais un sourire de satisfaction. Mère a toujours su ce que les gens méritaient, a-t-il dit. J'ai signé là où on m'a dit de signer. J'ai serré la main de l'avocat. Je suis sorti de ce bureau en étant persuadé que ma grand-mère, la femme qui m'appelait sa petite étoile, avait observé ma vie, l'avait jugée insuffisante. Mais quelque chose me trottait dans la tête. L'avocat. Il avait hésité avant de lire certaines sections. Ses yeux avaient fuyé vers mon père, puis s'étaient détournés. Je n'y ai pas accordé d'importance sur le moment. J'aurais dû. 5 ans ont passé. J'ai continué à enseigner. J'ai emménagé dans un studio, 37 mètres carrés d'indépendance que je pouvais réellement me payer. J'ai arrêté d'aller à la plupart des réunions de famille. Personne ne semblait le remarquer. Puis est arrivé mon 30e anniversaire. Je m'étais acheté un petit gâteau à la boulangerie du coin. Chocolat avec un insert framboise, mon préféré.
J'étais assise seule à ma petite table de cuisine, une seule bougie allumée, quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, mon père était là. C'était la première fois qu'il venait me voir en 3 ans. Il portait un manteau en cachemire qui coûtait probablement plus cher que mon loyer, il tenait une enveloppe jaunie. J'ai trouvé ça dans les affaires de mère, a-t-il dit, sans même me dire bonjour. Ça a dû se mélanger avec de vieux papiers. Je me suis dit que tu le voudrais. Il me l'a tendu. Ne te fais pas trop d'illusions, a-t-il ajouté, se tournant déjà pour partir, elle a écrit ça avant de mourir. Probablement des bêtises sentimentales. Il s'est arrêté en haut de l'escalier. Elle est morte en croyant que tu ne serais jamais rien, tu sais. Elle me l'a dit elle-même. Elle disait qu'elle s'inquiétait pour toi. Puis il est parti. Je suis resté sur le pas de ma porte, tenant l'enveloppe. Mon gâteau d'anniversaire fondait derrière moi. Le papier était vieux, légèrement cassant. L'écriture de ma grand-mère figurait sur le devant, pour fête. À remettre lors de son 30e anniversaire. Mon père ne l'avait pas ouverte. Le seau était encore intact. Ce vieux seau de cire que ma grand-mère utilisait, avec ses initiales gravées dessus. Lentement, je suis retourné à l'intérieur, je me suis assise à ma table, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, se trouvait une lettre pliée autour d'une petite clé en laiton. La lettre commençait ainsi. Ma très chère Fête, si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à tes parents. Je savais que tu le ferais. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le papier. J'ai relu les mots. Si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à tes parents. Pas à ton père. À tes parents, au pluriel. Comme si ma grand-mère savait exactement dans quel genre de foyer j'avais grandi. J'ai continué ma lecture. Ma douce enfant, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Je n'ai jamais, pas un seul jour, cru que tu étais moins qu'extraordinaire. Si ton père t'a dit le contraire, il mentait. Il ment sur beaucoup de choses. C'est une habitude qu'il a apprise de son père, que je n'ai pas réussi à briser. Les larmes coulaient maintenant sur mon visage. 5 ans à croire qu'elle m'avait abandonné. 5 ans à porter cette honte. La clé ci-jointe ouvre un coffre-fort à la First National Bank, agence du centre-ville. Coffre numéro 1247. Je t'ai désigné comme la seule personne autorisée. Pas ton père, pas sa femme, pas son fils, seulement toi. À l'intérieur de ce coffre, tu trouveras tout ce qu'ils ont essayé de te cacher. Des documents, des preuves, ton héritage le vrai, pas les miettes que Richard voulait te laisser. J'ai posé la lettre, je l'ai reprise. J'ai relu ce paragraphe 3 fois encore. Ton héritage, le vrai. Je n'ai pas laissé ces documents chez mon avocat habituel, continuait la lettre. Richard les aurait trouvés. Je les ai laissés là où toi seul pourrais les atteindre, quand tu serais assez grande pour savoir quoi faire. Il y a aussi une carte dans la boîte pour Margaret Holloway. C'est une vieille amie, elle sait tout. Appelle-la si tu as besoin d'aide. Souviens-toi, mon étoile, tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait croire. Tu ne l'as jamais été. Avec tout mon amour, pour toujours, grand-mère Eleanor. La clé était froide dans ma paume, en laiton, avec le numéro 1247 gravé dessus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai posé mon premier jour de congé maladie en 3 ans, j'ai conduit jusqu'au centre-ville. La First National Bank était l'un de ces vieux bâtiments en pierre qui semblaient garder les secrets des gens depuis la guerre de sécession. Des sols en marbre, des luminaires en laiton, cette atmosphère feutrée où tout le monde parle à voix basse. Je me suis approché du guichet avec mon permis de conduire la clé. Je dois accéder au coffre-fort 1247. L'employé, jeune, professionnel légèrement blasé, a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis s'est arrêté, à taper à nouveau. Ses sourcils se sont levés. Un instant, s'il vous plaît, madame. Je dois appeler mon responsable. 10 minutes plus tard, j'étais assise en face de Thomas Caldwell, le directeur de l'agence. Il avait la quarantaine, les tempes grisonnantes des yeux bienveillants derrière ses lunettes. Mademoiselle Mercé, a-t-il dit en étudiant son écran, ce coffre a été ouvert par Eleanor Mercé en 2019, vous avez été ajouté comme seule personne autorisée à y accéder à cette époque. Personne d'autre, a-t-il souligné avec soin, n'a la permission de l'ouvrir.
Plusieurs demandes ont été faites au fil des ans, mais nous avons suivi précisément les instructions de Madame Mercé. Des demandes, ai-je demandé. De qui? Il a hésité. Je ne suis pas autorisé à le dire. Mais votre grand-mère a été très spécifique. Elle me l'a dit personnellement, si quelqu'un d'autre demande, y compris mon fils, dites-lui qu'il n'y a rien ici. Et c'est ce que j'ai fait. Il s'est penché légèrement en avant. Elle m'a aussi dit autre chose, Mademoiselle Mercé. Elle a dit, quand ma petite fille viendra, elle viendra, dites-lui que je n'ai jamais cessé de croire en elle. Pas un seul jour. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était complètement serrée. Thomas Caldwell s'est levé. Laissez-moi vous conduire à la salle des coffres. Il m'a fait passer une lourde porte en acier, m'a conduite dans un couloir bordé de centaines de petites boîtes métalliques, jusqu'au numéro 1247. Prenez tout le temps qu'il vous faudra, a-t-il dit, m'a laisser seul. La boîte était plus grande que je ne le pensais. À l'intérieur, se trouvait un dossier beige épais, une enveloppe plus petite, un porte-document en cuir portant le nom d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. J'ai commencé par le dossier. Le premier document m'a forcé à m'asseoir brusquement sur le petit banc de la salle des coffres. Dernière volonté testament d'Eleanor Grace Mercé. Signé le 15 mars 2019. 2 ans avant sa mort. Bien après le testament que j'avais entendu lire dans le bureau de cet avocat. J'ai parcouru les pages, le jargon juridique dansant devant mes yeux, jusqu'à ce que je trouve les paragraphes clés. À ma petite fille, faite Eleanor Mercé, je lègue ce qui suit, mon fonds fiduciaire pour l'éducation, actuellement évalué à environ 1,8 million de dollars, à utiliser pour son enrichissement personnel sa sécurité. Et ma propriété située au 847 Mountain View Road, à Stowe, dans le Vermont, actuellement évaluée à environ 1 million de dollars, qu'elle pourra habiter, vendre ou gérer à sa seule discrétion. 2,8 millions de dollars. La propriété du Vermont, la maison où j'avais passé les 2 années les plus heureuses de mon enfance. J'ai continué ma lecture. À mon fils, Richard Mercé, je laisse la somme de 50 000 dollars mon espoir sincère qu'il comprenne un jour que la famille n'est pas une entreprise à gérer, mais un jardin dont il faut prendre soin. 50 000 dollars. Pas 90%. 50 000 dollars. Le testament était signé, attesté notarié. Officiel, légal, réel. Il y avait plus dans le dossier, des relevés bancaires montrant le solde du fonds fiduciaire, l'acte de propriété du Vermont toujours au nom de ma grand-mère. Jamais vendu contrairement à ce que mon père prétendait des relevés de transfert montrant que quelqu'un avait retiré de l'argent du fonds, des centaines de milliers de dollars, commençant exactement au moment où Derek s'était inscrit à Wharton. J'ai étalé les relevés bancaires sur le banc comme les preuves d'une scène de crime. Le schéma était indéniable. Septembre 2022, 85 000 dollars retirés. Première année de Derek à Wharton. Septembre 2023, 82 000 dollars retirés. Deuxième année. Mai 2024, 150 000 dollars retirés, avec la mention à investissement commercial, Mercé Property, LLC. Au total, 317 000 dollars pris sur mon fonds fiduciaire. L'argent que ma grand-mère avait laissé spécifiquement pour moi. Et cela ne comptait pas la maison du Vermont, dont mon père avait dit à tout le monde qu'elle avait été vendue pour couvrir les impôts sur la succession. L'acte de propriété dans mes mains disait le contraire. La propriété était toujours là, toujours au nom d'Eleanor Mercé. Toujours à moi. Je suis resté assise dans cette salle des coffres pendant presque 1 heure, lisant relisant. Mes mains avaient cessé de trembler. Quelque chose d'autre avait remplacé le choc. Quelque chose de froid de limpide. Le MBA de Derek, son diplôme prestigieux, ses événements de réseautage, sa trajectoire de futur PDG. Tout cela avait été payé avec mon héritage. L'expansion de l'entreprise immobilière de mon père avait été financée par l'argent qui était censé assurer ma sécurité. Et ils avaient fait tout cela en me racontant que ma grand-mère était déçue par moi, en me faisant croire que je ne méritais rien. Au fond du dossier, j'ai trouvé une note manuscrite de ma grand-mère, faite, je sais ce que tu ressens en ce moment. Trahie, furieuse, peut-être même brisée. Mais tu n'es pas brisée, mon étoile. Tu ne l'as jamais été. Je ne t'ai pas laissé sans défense. Lis tout. Appelle Margaret. Et souviens-toi, la vérité finit toujours par trouver la lumière. Parfois,
elle a juste besoin d'un petit coup de pouce. J'ai tout rangé dans le dossier, je l'ai glissé sous mon bras, je suis sorti de ce coffre-fort. La fête qui y était entrée était une femme qui se croyait oubliée. La fête qui en est sortie savait qu'elle avait été volée, elle allait tout récupérer. Margaret Holloway a répondu à la deuxième sonnerie. Mademoiselle Mercey, a-t-elle dit, sans que ce soit une question. Comme si elle attendait cet appel depuis des années. Ta grand-mère m'a dit que tu finirais par me contacter. Je ne savais juste pas quand. Le bureau de Margaret était dans une maison de ville rénovée sur une rue bordée d'arbres, le genre d'endroit qui respire la vieille fortune la discrétion. Elle m'a accueilli elle-même à la porte, une femme aux cheveux d'argent d'environ 70 ans, avec des yeux vifs une poignée de main qui ne laissait aucun doute sur sa détermination. J'étais l'avocate d'Eleanor pour sa planification immobilière, a-t-elle expliqué, me conduisant dans un petit salon où le thé m'attendait déjà. Pas l'avocate de la famille. Richard contrôlait cette relation. J'étais son amie d'abord, sa conseillère juridique ensuite. Elle a versé le thé d'une main sûre. J'ai été témoin du testament de 2019. Je l'ai notarié. J'ai des copies de tout ce que tu as trouvé dans cette boîte, ainsi que les confirmations par email du notaire public des deux témoins. Elle a croisé mon regard. Ton père a soumis le testament de 2015 au tribunal des successions, celui qui est antérieur à la version de 2019. En termes juridiques, cela s'appelle une fraude. Le mot est resté suspendu dans l'air. Fraude. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Margaret a posé sa tasse. Option 1, nous allons voir les autorités nous portons plainte. Ton père pourrait faire face à des accusations de crime pour fraude successorale potentiellement pour vol. Il y aurait une enquête, un procès, une couverture médiatique. Elle a fait une pause. Option 2, nous l'affrontons directement avec les preuves nous négocions un accord transfert complet du fonds fiduciaire de la propriété, plus restitution de ce qui a été pris. En échange, nous n'engageons pas de poursuite pénale. Est-ce qu'il accepterait ça? Le sourire de Margaret était mince. Richard Mercey accepterait presque n'importe quoi pour éviter une humiliation publique. La question est, faite, elle s'est penchée en avant, veux-tu que cela soit réglé discrètement, ou veux-tu qu'il fasse face aux conséquences là où cela fait le plus mal? J'y ai réfléchi pendant un long moment. Une partie de moi voulait voir mon père emmené avec des menottes. Voulait que le monde voie qui il était vraiment. Voulait que Derek comprenne que son MBA rutilant avait été payé par l'héritage volé à sa sœur. Mais une autre partie de moi, celle façonnée par les lettres de ma grand-mère, par sa patience sa force tranquille, désirait autre chose. Je ne veux pas le détruire, ai-je fini par dire. Je veux juste ce qui me revient, je veux qu'il l'admette vraiment, devant les personnes qui comptent pour lui. Margaret a hoché la tête lentement. Une reconnaissance publique sans poursuite publique. Difficile à organiser. Et s'il y avait déjà un événement public? Ai-je dit. Quelque chose où sa réputation est mise en avant, où les bonnes personnes regardent. C'est alors que je me suis souvenu de l'invitation. Elle était arrivée la semaine dernière. Or gravé sur un papier cartonné couleur crème, vous êtes cordialement invité à célébrer le 65e anniversaire de Richard Mercey. La fête avait lieu dans 3 semaines, au country club où mon père jouait au golf avec des juges des hommes d'affaires. 80 invités, l'événement social de la saison pour son cercle. Victoria m'avait appelé après pour me rappeler de m'habiller de manière appropriée. Ne nous fais pas honte, fête. Tu sais comment peuvent être les amis de ton père. J'ai parlé de la fête à Margaret. Ses yeux se sont éclairés d'un éclat qui pouvait être de l'admiration ou de l'anticipation. Alors, a-t-elle dit, tu veux offrir à ton père un cadeau d'anniversaire qu'il n'oubliera jamais? Je veux lui donner exactement ce qu'il mérite devant les personnes dont l'opinion compte réellement pour lui. Margaret a pris son agenda. 3 semaines, a-t-elle dit. Nous avons du travail. L'invitation trônait sur mon comptoir de cuisine comme un défi, célébrer les 65 ans de Richard Mercey. Gravure dorée, calligraphie formelle, le genre de papier à lettres qui coûte plus cher par feuille que ce que certaines personnes dépensent pour un dîner. Victoria a appelé 3 jours avant l'événement. Fête. Sa voix suintait une fausse chaleur. Je vérifiais juste si tu avais reçu l'invitation. Je l'ai reçue. Merveilleux. Maintenant, à propos de ta tenue. Les collègues de ton père seront là. Les Henderson,
les Clark, le juge Morrison. Ces gens remarquent tout. Je comprends. Porte quelque chose de convenable, quelque chose qui tombe bien. Une pause. Est faite? Ne reste pas dans ton coin comme tu l'as fait aux funérailles de ta grand-mère. Ça fait bizarre. Mélange-toi aux autres. Souris. Agis comme si tu faisais partie de la famille. J'ai compté jusqu'à 3 avant de répondre. Je ferai de mon mieux pour bien représenter la famille, Victoria. C'est tout ce que nous demandons. Elle a raccroché. J'ai regardé la robe que j'avais déjà choisie, suspendue dans mon placard. Bleu marine, simple mais élégante. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère pour l'accompagner. Le seul bijou qu'elle m'avait laissé directement, placé dans le coffre-fort au lieu d'être listé dans un testament quelconque. Et dans mon sac, un dossier, des copies certifiées de chaque document que j'avais trouvé, le testament de 2019, les relevés bancaires, l'acte de propriété, va la confirmation du notaire. Margaret serait là, elle aussi. Pas comme mon invité, mais en tant que personne ayant autant de bons souvenirs d'Eleanor va ayant entendu parler de la célébration par des amis communs. Parfaitement innocent, totalement indéniable. Mon père voulait une fête d'anniversaire. Il allait en avoir une. Et pour la première fois en 30 ans, j'allais prendre la parole lors d'une réunion de famille. La différence, c'est que cette fois-ci, j'avais les preuves. Je dois m'arrêter ici un instant, car c'est le moment où tout a basculé. Le moment où j'ai cessé d'être la fille qui acceptait les miettes que ma famille lui jetait, pour devenir quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà été à un tel carrefour? Sachant que peu importe votre choix, il n'y a pas de retour en arrière possible. Si vous êtes toujours avec moi, si cette histoire résonne avec quelque chose dans votre propre vie, j'aimerais que vous cliquiez sur ce bouton j'aime. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Maintenant, laissez-moi vous raconter la semaine précédant la fête. Une semaine avant la fête, mon père m'a convoqué. C'est le seul mot, convoqué. Un SMS qui disait, viens à la maison. 19h, réunion de famille. J'ai conduit jusqu'à la maison où j'avais grandi, cette demeure coloniale de 5 chambres qui n'avait jamais été un foyer. Victoria m'a ouvert la porte m'a conduite au bureau de mon père sans dire un mot. Il attendait derrière son bureau en acajou, son fauteuil en cuir trônant derrière lui. Derek était assis sur une chaise latérale, l'air mal à l'aise. Victoria s'est positionnée près de la fenêtre, observant la scène. « Assieds-toi » a dit mon père. Je me suis assise. J'ai entendu quelque chose de dérangeant. Sa voix était glaciale. Quelqu'un à la First National a mentionné que tu es venu poser des questions sur les affaires de ta mère, sur des coffres-forts. J'ai gardé un visage neutre. J'étais curieuse. Curieuse? Il s'est penché en avant. Laisse-moi être clair, faites. Quoi que tu penses savoir, quoi que tu penses avoir trouvé, tu as tort. La succession de mère a été réglée il y a 5 ans. Légalement, correctement. Fin de la discussion. Papa a commencé Derek. Silence. Les yeux de Richard n'ont jamais quitté les miens. Si tu commences à fouiller dans des affaires réglées, à porter des accusations, à causer des problèmes, il a souri, mais sans aucune chaleur, les gens penseront que tu as perdu la tête. La petite fille en deuil, désespérée d'attirer l'attention. La maladie mentale est héréditaire, tu sais. Ta mère avait ses propres démons. J'ai reçu ces mots comme une gifle. La dépression de ma mère utilisée comme une arme. Je détesterais, a continué mon père, que tes collègues dans cette petite école apprennent que tu es devenu instable. Ce serait tellement dommage pour ta carrière. Je me suis levé lentement. Merci de ton inquiétude, papa. On se voit à ta fête d'anniversaire. Je suis sorti sans un regard en arrière. Dans ma voiture, je me suis laissé trembler pendant exactement 1 minute. Puis j'ai conduit jusqu'à chez moi, j'ai sorti mon téléphone j'ai envoyé un SMS à Margaret, il a peur. Ça veut dire que nous avons raison. Le lendemain matin, Victoria a appelé. Faites, ma chérie. Sa voix était sirupeuse d'une fausse inquiétude. Ton père a été dur hier soir. Il est juste protecteur envers la famille. Tu comprends? Je comprends. Bien, parce que nous voulons tout ce qu'il y a de mieux. La mémoire de ta grand-mère, la réputation de la famille.
Il est important de garder ses choses privées. Une pause. Tu viens à la fête, n'est-ce pas? Ce serait si étrange si tu ne venais pas. Les gens parleraient. J'y serai. Parfait. Elle avait l'air soulagée. Et fête, peut-être pourrions-nous déjeuner après. Juste entre filles. J'ai l'impression que nous nous sommes éloignés. J'ai failli rire. Éloignés. Comme si nous avions jamais été proches. Ce serait sympa, Victoria. Merveilleux. À samedi. Elle a raccroché. Mission accomplie. La file difficile avait été apaisée. La machine familiale pouvait continuer à rouler sans être dérangée. Ce que Victoria ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais enregistré chaque mot de cette réunion de famille. Mon téléphone était resté dans ma poche, l'application mémo vocale activée dès mon arrivée. 30 minutes pendant lesquelles mon père menaçait ma carrière, invoquait la santé mentale de ma mère, admettait par essence qu'il y avait quelque chose à cacher. J'ai envoyé le fichier à Margaret le soir même. Magnifique, m'a-t-elle répondu. Pas recevable au tribunal sans consentement, mais c'est une excellente assurance. S'il tente quoi que ce soit après samedi, nous avons des options. Je suis resté seul dans mon appartement, relisant la lettre de ma grand-mère une dernière fois. Tu n'es pas brisé, mon étoile. Tu ne l'as jamais été. Je ne m'étais pas senti comme une étoile depuis des décennies. Je m'étais senti comme un fardeau, une déception, une pensée après coup. Mais c'était peut-être ça, le but. C'était peut-être ce qu'ils avaient besoin que je croie. Samedi était dans 3 jours, pour la première fois de ma vie, j'étais prête à briller. La nuit avant la fête, j'ai failli faire marche arrière. J'étais assise à ma table de cuisine à 23 heures, la lettre de grand-mère devant moi, tous les doutes que j'avais jamais eus ont rejailli en masse. Et si j'avais tort? Et si les documents étaient d'une manière ou d'une autre invalides, périmés, remplacés, sans aucune valeur juridique? Et si mon père avait raison que je n'étais qu'une femme désespérée délirante, s'accrochant à des théories du complot pour expliquer pourquoi sa vie ne s'était pas déroulée comme elle le voulait? Et si ma grand-mère avait écrit cette lettre dans un moment de confusion, que le vrai testament, celui qui ne me laissait rien, était en fait ce qu'elle voulait? J'ai pris mon téléphone j'ai composé le numéro de Margaret. Il était 23h47. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix alerte. Faites, qu'est-ce qu'il y a? Et si j'avais tort? Les mots sont sortis en vrac. Et si tout cela était une erreur, que je m'humiliais devant 80 personnes, que mon père avait raison sur toute la ligne? Un silence, puis, faites. J'ai besoin de te dire quelque chose. Eleanor m'a appelé 3 jours avant de mourir. Elle était en soins palliatifs. Elle savait que la fin était proche. Je n'arrivais plus à respirer. Elle a dit, Margaret, mon fils va essayer de tout prendre à fête. Il planifie cela depuis des années. Promets-moi que tu l'aideras le moment venu. Et j'ai promis. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté plus tôt? Parce qu'Eleanor m'a demandé de ne pas le faire. Elle a dit, tu avais besoin de trouver ta propre force d'abord. Tu avais besoin d'être prête. La voix de Margaret s'est adoucie. Tu es prête maintenant, faites. J'ai vu les documents. J'ai été témoin de ce testament moi-même. Tu n'es pas délirante. Tu n'as pas tort. Ta grand-mère a cru en toi jusqu'à son tout dernier souffle. Je pleurais. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. On se voit demain, ai-je dit. Oui, a répondu Margaret, on se voit demain. Le matin de l'anniversaire de mon père, je me suis rendu au bureau de Margaret à 9h. Elle avait tout étalé sur sa table de conférence, des copies certifiées du testament de 2019, les relevés bancaires, l'acte de propriété, l'affidavit notarié des témoins, la confirmation par email du notaire public. Voici la stratégie, a-t-elle dit, ajustant ses lunettes de lecture. Nous attendons le toast. Ton père fera un discours, il le fait toujours, il mentionnera presque certainement ta grand-mère. Quand il aura fini, tu demanderas à dire quelques mots. Il ne me laissera pas faire. Il n'aura pas le choix. Pas devant le juge Morrison la moitié de son réseau d'affaires. Refuser de laisser parler sa propre fille à sa fête d'anniversaire passerait pour de la mesquinerie. Elle a souri finement.
Richard se soucie par-dessus tout des apparences. Utilise cela. Nous avons répété ce que j'allais dire, comment je le dirais, va quand présenter les documents. Ne hausse pas la voix, conseillait Margaret, ne pleure pas. N'accuse pas, présente. Laisse les papiers parler. Laisse les chiffres raconter l'histoire. À midi, elle m'a remis un dossier en cuir mince. Tout ce dont tu as besoin. Est fait? Elle m'a serré l'épaule, si Richard essaie de te faire sortir, je serai là. Le notaire sera là. Je l'ai invité comme mon accompagnatrice. Les témoins du testament de ta grand-mère? Ils seront présents tous les deux. Tu n'es pas seul. Je l'ai fixé, stupéfaite. Comment avez-vous réussi ça? Ta grand-mère avait des amis, faites. De vrais amis. Des gens qui savaient de quoi Richard était capable, qui attendait le jour où quelqu'un finirait par le dénoncer. Ses yeux étaient déterminés. Eleanor a planifié cela. Tout. Elle avait juste besoin que tu sois assez courageuse pour aller jusqu'au bout. J'ai glissé le dossier dans mon sac. J'étais prête. Le Westbrook Country Club ressemblait à une page de magazine. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur des tables nappées de blanc. Un quatuor de jazz jouait doucement près du bar. À travers les baies vitrées, le terrain de golf s'étendait, vert parfait, dans la brume du soir. 80 invités circulaient avec des coupes de champagne, leurs vêtements de créateurs leur rire facile les marquant comme des gens qui n'avaient jamais eu à s'inquiéter d'une facture de leur vie. Mon père se tenait au centre de tout cela, acceptant les vœux d'anniversaire comme un roi recevant un hommage. Sa cravate était parfaitement nouée, son sourire parfaitement calibré. L'homme qui a réussi par lui-même, qui a tout construit à partir de rien, l'entendais-je dire à un groupe d'admirateurs. Pas de cadeaux, pas d'aide, juste du travail acharné vers une vision. J'ai trouvé une place près du bord de la salle. Margaret était déjà arrivée, assise à une table avec deux femmes que je ne reconnaissais pas, les témoins du testament de ma grand-mère. J'ai réalisé que le notaire était là aussi, une petite femme d'une 60aine d'années avec un visage calme observateur. Derek m'a repéré m'a fait un signe de la main sans grande conviction. Victoria a glissé vers moi, son tailleur Chanel impeccable, son bracelet Cartier étincelant. Faites, tu es venue. Son ton suggérait qu'elle avait espéré le contraire. Tu es jolie. Merci, Victoria. Ton père est sur le point de porter son toast. Essaie d'avoir l'air de le soutenir. Elle s'est éloignée. J'ai regardé mon père prendre le micro au chef d'orchestre, tapotant 2 fois pour attirer l'attention. La salle s'est tue. 65 ans, a-t-il commencé, la voix chaleureuse avec un charme bien rodé. 65 ans passés à construire, à grandir, oui, à faire quelques erreurs en cours de route. Rire poli. Ma main s'est glissée vers le dossier dans mon sac. Laisse-le finir, avait dit Margaret, laisse-le dire ce qu'il a à dire. Cela rendra le contraste d'autant plus frappant. J'ai donc attendu. Mon père dominait la salle comme un chef d'orchestre dirige un orchestre. Quand j'étais jeune, je n'avais rien, a-t-il continué, en levant sa coupe de champagne. Mon père s'est tué à la tâche juste pour mettre de la nourriture sur la table. J'ai appris tôt que si vous voulez quelque chose dans ce monde, vous devez le prendre. Personne ne vous donne rien. Victoria hochait la tête avec admiration depuis son siège. Derek rayonnait. Mais j'avais aussi ma mère, sa voix s'est adoucie, Eleanor Mercer, la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Elle m'a appris la discipline. Elle m'a appris que la famille est tout. Que notre héritage est ce que nous construisons, pour qui nous le construisons. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Mère nous a quittés il y a 5 ans, mais son esprit continue de vivre dans cette famille, dans les valeurs qu'elle a inculquées, dans l'avenir qu'elle m'a aidé à créer. Il s'est tourné pour regarder Derek. Et particulièrement dans mon fils, Derek, la prochaine génération des Mercer. Mère disait toujours qu'elle avait hâte de voir ce qu'il accomplirait. La salle a applaudi. Derek a baissé la tête avec modestie. Son héritage, ses valeurs, son esprit. Mon père a levé son verre plus haut. Donc, ce soir, je veux remercier tous ceux qui ont fait partie de ce voyage. Ma magnifique épouse Victoria, qui m'a soutenu à travers tout. Mon fils Derek, qui me rend fier chaque jour. Et une pause, un regard dans ma direction, ma fille Faith,
qui a trouvé son propre chemin, plus discret, dans la vie. D'autres applaudissements. Quelques personnes m'ont regardé avec de vagues sourires compatissants. Chemin discret. Même dans son toast d'anniversaire, il ne pouvait s'empêcher de lancer une pique. À mes 65 ans, a-t-il conclu, va à l'héritage d'Éléanore Mercé, porté par ceux qui l'ont vraiment comprise. L'assemblée a bu. Je me suis levé. Papa? Ai-je appelé? Ma voix était ferme. Puis-je dire quelques mots à propos de grand-mère? 80 visages se sont tournés vers moi. Le sourire de mon père n'a pas fléchi, mais ses yeux sont devenus glacials. Il ne pouvait pas refuser. Pas ici. Pas avec le juge Morrison qui regardait, avec des partenaires d'affaires qui haussaient des sourcils curieux, avec le cercle social soigneusement géré de Victoria attendant de voir ce que la fille effacée avait à dire. Bien sûr, faites, il a fait un geste vers le microphone comme s'il me faisait une faveur, la famille devrait toujours s'exprimer lors de ces occasions. Je me suis avancé vers le devant de la salle sur des jambes qui me semblaient étonnamment solides. J'ai pris le micro. 80 visages m'observaient, curieux, blasés ou vaguement intéressés. Mon père se tenait sur le côté, sa coupe de champagne toujours à la main, se préparant déjà à me couper la parole si je durais trop longtemps. Merci, papa. J'ai souri. Et joyeux anniversaire. Applaudissements polis. Ma grand-mère, Éléanore Mercé, était la personne la plus importante de ma vie. J'ai laissé ces mots pénétrer l'assistance. Elle m'a élevé pendant 2 ans après la mort de ma mère. Elle m'a appris à lire, à cuisiner, à aimer les histoires. Elle m'appelait sa petite étoile. J'ai ouvert mon sac. Elle m'a aussi appris à tenir des registres soignés. L'atmosphère dans la salle a changé. Le sourire de mon père a vacillé. Je me suis récemment retrouvé en possession de certains documents, que ma grand-mère avait laissés spécifiquement pour moi. J'ai sorti le dossier. Incluant son dernier testament, rédigé le 15 mars 2019. Un document notarié, attesté par des témoins, juridiquement contraignant. Silence complet. Selon ce testament, je devais hériter d'environ 2,8 millions de dollars, d'un fonds fiduciaire d'une propriété dans le Vermont. Et non des 10 000 $ que j'ai réellement reçus. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Mon père a fait un pas en avant. Faites, ce n'est pas le moment. Le testament soumis au tribunal des successions était daté de 2015, j'ai gardé une voix calme professionnelle, exactement comme Margaret me l'avait appris. Il est de 4 ans plus vieux que celui-ci. Aimerais-tu expliquer cela, papa, à toutes ces personnes qui savent ce que signifie une fraude documentaire? La salle a éclaté en murmures. Le visage de Richard Mercé est passé d'un air contrôlé à une pâleur de cendre en environ 3 secondes. Victoria serrait sa coupe de champagne si fort que j'ai cru qu'elle allait éclater. Derek. Derek semblait juste perdu, comme si quelqu'un avait changé de chaîne dans sa vie sans prévenir. Faites, la voix de mon père était tendue, tu es manifestement bouleversé. Ce n'est pas le lieu pour discuter d'affaires familiales. Je pense que c'est exactement le lieu. J'ai sorti les relevés bancaires. Ceci montre que plus de 300 000 $ ont été retirés de mon fonds fiduciaire au cours des 3 dernières années. Le calendrier correspond exactement aux frais de scolarité de Derek à Wharton. Nouveau murmure choqué. Une femme que je ne connaissais pas a posé son champagne a sorti son téléphone. Derek s'est levé. C'est insensé. Mes études ont été payées par la famille, par papa. Par mon héritage, j'ai gardé mes yeux fixés sur mon père. L'héritage dont tu m'as dit que je ne le méritais pas. Celui que tu as dit que grand-mère voulait que tu gères parce qu'elle était déçue par moi. Elle était déçue. Le calme de mon père s'est enfin brisé. C'était une vieille femme confuse à la fin. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Richard. Une voix de femme, calme autoritaire. Margaret Holloway s'est levée de sa table au fond de la salle. J'étais l'avocate d'Éléanore. J'ai été témoin de ce testament. Elle était en pleine possession de ses facultés. Veux-tu que je témoigne de cela sous serment? Toutes les têtes dans la salle oscillaient entre Margaret et Richard. Qui diable vous a invité? A hurlé mon père. Ta mère était mon amie depuis 50 ans. Margaret s'est avancée lentement. Elle savait exactement ce que tu ferais, elle s'est assurée qu'il y ait quelqu'un pour se souvenir de la vérité.
J'ai brandi le testament. C'est une copie certifiée, papa. Le notaire qui l'a signé est dans cette salle. Les 2 témoins aussi. Veux-tu continuer à mentir? Margaret est arrivée à mes côtés, la température dans la salle a semblé chuter de 10 degrés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, a-t-elle dit, s'adressant à la foule avec l'aisance de quelqu'un ayant passé des décennies dans les tribunaux, je m'appelle Margaret Holloway. Je suis avocate spécialisée dans les successions, à la retraite, Eleanor Mercer était l'une de mes plus chères amies. Mon père semblait vouloir s'enfuir, mais il était piégé, entouré de collègues, de clients, de toutes les personnes dont il avait passé des décennies à cultiver l'estime. Eleanor m'a appelé 3 jours avant de partir, la voix de Margaret était ferme. Depuis les soins palliatifs. Elle était fatiguée, souffrait, mais son esprit était vif. Elle a dit, Margaret, mon fils va essayer de voler l'héritage de fait. J'ai laissé des preuves. Assure-toi qu'elles soient trouvées. Victoria a émis un son étranglé. Derek était devenu complètement livide. Eleanor a aussi laissé une disposition, a continué Margaret. Si Richard violait ses devoirs d'exécuteur, ce qu'il a fait en soumettant un testament périmé en effectuant des retraits non autorisés, son statut d'exécuteur serait automatiquement révoqué. Faith devient l'administratrice légitime de la succession. Ce n'est pas légalement, a commencé mon père. Ça l'est. La voix du juge Morrison a tranché dans le bruit. Il s'était levé de sa table, le visage sombre. Richard, si ce que ces femmes disent est exact, tu fais face à une fraude successorale. C'est un crime fédéral. La salle a explosé de chuchotements. Je me tenais là, tenant les documents qui prouvaient tout, regardant le monde de mon père s'effondrer au ralenti. Je ne suis pas venu ici pour te faire arrêter, papa. Ma voix était calme, mais elle portait. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Transfère le fonds fiduciaire, transfère l'acte de propriété, rembourse ce que tu as pris, nous pourrons régler cela sans les procureurs. Et s'il refuse? A demandé quelqu'un. Margaret a souri sans chaleur. Alors nous déposons plainte lundi matin. C'est ton choix, Richard. Je n'avais jamais vu mon père paraître si petit auparavant. Il avait toujours semblé immense dans mon esprit, le patriarche puissant, l'homme d'affaires prospère, l'homme dont je ne pouvais jamais tout à fait obtenir l'approbation. Mais debout là, dans sa cravate Hermès avec sa Rolex, entouré de gens qui le regardaient avec des yeux nouveaux, il semblait se ratatiner. C'est un piège. A-t-il sifflé? C'est. Vous avez planifié ça. Je n'ai rien planifié. J'ai gardé une voix égale. Tu as livré l'enveloppe toi-même, papa. Le jour de mon anniversaire. Tu m'as dit que grand-mère était morte déçue par moi. J'ai laissé ces paroles résonner. Elle n'était pas déçue. Elle s'inquiétait de ce que tu ferais. Richard. Victoria lui a attrapé le bras. Nous devons partir. Nous devons appeler notre avocat. La fête est finie, a murmuré quelqu'un, se dirigeant déjà vers la sortie. Mon père s'est jeté vers moi, non pas physiquement, mais avec des mots, la seule arme qui lui restait, espèce d'ingrate, vaurienne. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Tu m'as ignoré pendant 30 ans. Tu as volé mon héritage. Tu m'as dit que ma grand-mère était morte en ayant honte de qui j'étais. J'ai fait une pause. Tu as eu 5 ans pour faire ce qu'il fallait. 5 ans. Tu as choisi cette voie. Son visage s'est tordu de rage. Tu vas le regretter. Non. J'ai tendu le dossier à Margaret. Tu avais le choix. À chaque étape, tu as eu le choix. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de voler. Tu as choisi de me faire croire que je ne valais rien. J'ai pris une inspiration. C'était tes choix, papa, pas les miens. La salle s'était en grande partie vidée maintenant. Quelques personnes s'attardaient, le juge Morrison, le notaire, les témoins, des gens qui se souviendraient de ce qui s'était passé ici. Mon père me regardait comme s'il voyait une étrangère. Peut-être que j'en étais une. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vu du tout. On m'a demandé ce que j'avais ressenti après. Était-ce une victoire, une vengeance, de la satisfaction? Honnêtement, c'était de l'épuisement. Le genre de fatigue qui survient après avoir retenu son souffle pendant des années de pouvoir enfin, l'expirer.
Je n'avais pas envie de faire la fête. J'avais envie de dormir pendant une semaine. Si vous regardez encore ceci, si une partie de cette histoire vous a fait penser à votre propre famille, à vos propres limites, aux choses que vous avez acceptées que vous n'auriez peut-être pas dû. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que votre histoire n'est pas finie. Un j'aime ou un partage signifie plus que vous ne le pensez. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui est arrivé ensuite. La chute fut rapide. Dans les 2 semaines suivant cette fête d'anniversaire, mon père faisait l'objet d'une enquête officielle pour fraude successorale. Son avocat, un homme différent de celui qui avait lu le faux testament il y a 5 ans, a contacté Margaret avec une offre. Richard Mercer transférerait immédiatement le solde restant du fonds fiduciaire, soit environ 1,5 million de dollars, en ma faveur. Il signerait l'acte de propriété de la maison du Vermont. Il paierait une restitution de 350 000 dollars pour couvrir ce qu'il avait déjà retiré, plus les intérêts, il renoncerait formellement à son statut d'exécuteur. En échange, j'acceptais de ne pas engager de poursuite pénale. Certains ont pensé que j'avais été trop clémente. Peut-être. Mais regarder mon père aller en prison n'allait pas ramener les années que j'avais passées à croire que ma grand-mère me détestait. Cela n'allait pas effacer les dommages causés à mon estime de moi. Et honnêtement, je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste ce qui m'appartenait. Les conséquences se sont propagées de toute façon. Derek a dû contracter des prêts pour terminer son dernier semestre à Wharton. Mon père ne pouvait plus l'aider. Le règlement avait vidé ses comptes, sa réputation était en lambeaux. 3 partenaires d'affaires se sont retirés de contrat avec Mercer Property en moins d'1 mois. S'il trompe sa propre fille, ai-je entendu l'un d'eux dire à un autre, qui d'autre trompe-t-il? Victoria a demandé le divorce 4 mois plus tard. J'ai entendu dire qu'elle avait pris la moitié de tout ce qui lui restait. Et moi? J'ai reçu un chèque de banque. J'ai obtenu les clés d'une maison dans le Vermont. J'ai reçu une lettre de ma grand-mère que je lis chaque matin, me rappelant que je suis aimé, que j'ai toujours été aimé par la personne qui comptait le plus. Ce n'était pas un conte de fées, mais c'était mon histoire. 6 mois après la fête, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Fête, c'est Derek. Est-ce qu'on peut se parler? J'ai failli l'effacer. Failli bloquer le numéro. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être était-ce de la curiosité. Peut-être était-ce de savoir que Derek n'était qu'un enfant quand nos parents avaient commencé à façonner ce qu'il allait devenir, tout comme moi. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, en terrain neutre. Il paraissait différent, fatigué. L'assurance facile avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, de l'incertitude. Je ne savais pas, furent ses premiers mots. Je sais que tu ne me crois probablement pas, mais je ne savais pas que l'argent était à toi. Papa disait que ça venait de grand-mère, de la famille. Je n'ai jamais demandé d'où ça venait réellement. Tu n'as jamais demandé pourquoi moi, je n'avais rien reçu non plus. Il a tressailli. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai juste accepté ce qu'on m'a dit. Nous sommes restés silencieux un instant. Je ne demande pas d'argent, a-t-il dit, je ne demande pas le pardon. J'ai juste. J'avais besoin que tu saches que je suis désolé d'avoir pris ce qui n'était pas à moi, de n'avoir jamais cherché à savoir pourquoi tu étais traité différemment. Il a regardé son café. J'ai pris des prêts. Je finance mes études tout seul maintenant. C'est dur, honnêtement, mais c'est juste. J'ai observé mon demi-frère, 24 ans, un MBA presque terminé. Apprenant enfin ce que cela signifie de lutter. Je ne vais pas prétendre que tout va bien, ai-je dit. Nous avons été élevés dans la même maison, vas-tu à tout tu pendant que je n'avais rien. Cela ne disparaît pas juste parce que tu es désolé. Je sais. Mais j'ai pris une inspiration. Tu n'es pas lui, Derek. Tu n'as pas à l'être. Si tu veux vraiment que les choses soient différentes, prouve-le sur la durée. C'est la seule façon pour que ça marche. Il a hoché la tête lentement. Je peux le faire. Peut-être qu'il le pourrait. Peut-être pas. Mais au moins, il était prêt à essayer. J'ai gardé mon travail. Beaucoup de gens pensaient que j'étais folle. Tu es millionnaire maintenant, me disait mon amie Sarah, pourquoi enseignes-tu encore en primaire? Mais c'est ça, le truc avec l'argent, il ne peut pas acheter ce que j'aime le plus dans ma vie.
Le moment où un enfant parvient enfin à déchiffrer un mot difficile. La lueur dans ses yeux quand un problème de mathématiques prend soudainement tout son sens. Les dessins qu'ils font pour moi va que je garde dans un dossier chez moi. Des années de bonshommes allumettes va de cœur pour la meilleure maîtresse. Ma grand-mère comprenait cela. Elle m'a laissé l'argent parce qu'elle voulait que j'aie le choix, va non parce qu'elle pensait que je faisais les mauvais choix. Alors je suis resté. J'enseigne dans la même école, aux mêmes enfants qui ont besoin de quelqu'un qui croit en eux. Mais maintenant, je le fais sans le stress constant de vivre d'un salaire à l'autre. Je le fais en sachant que si je veux prendre un été pour voyager ou si j'ai besoin de temps pour ma santé, je le peux. J'ai utilisé une partie du fonds pour créer une bourse d'études, le fonds pour l'éducation Eleanor Mercé. Chaque année, il aide 3 enfants du district de mon école à se payer l'université. Des enfants qui me rappellent celle que j'étais. Des enfants dont les familles disent qu'ils ne seront jamais rien. La maison du Vermont, je l'ai gardée. J'y vais chaque été maintenant, va certains week-ends quand j'ai besoin de me souvenir de ce que c'était que d'être aimé inconditionnellement. Je m'assois sur le porche où grand-mère m'a appris à lire, je lui parle parfois, à voix haute, pour la tenir au courant de ma vie. J'ai mis sa photo sur mon bureau chez moi, juste à côté de la lettre qu'elle m'a laissée. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Je porte cela en moi chaque jour. Je ne parle plus à mon père. Après le règlement, il a envoyé un seul message, par l'intermédiaire de son avocat bien sûr. Il disait que j'avais déchiré la famille qu'il espérait que j'étais satisfaite de la destruction que j'avais causée. Je n'ai pas répondu. Voici ce que je sais de sa vie actuelle, principalement par Derek, les affaires ont survécu, mais de justesse. Il a dû vendre la maison de 5 chambres emménager dans un appartement. Ses adhésions au country club ont expiré. Les invitations au gala au tournoi de golf ont cessé de venir. Personne ne veut être associé à un homme qui a volé sa propre fille. Victoria s'est remariée moins d'1 an après le divorce. Un promoteur immobilier du Connecticut. On me dit qu'elle est heureuse. Je m'en fiche royalement. Et Richard? Il est toujours en vie, il travaille toujours, il est encore convaincu, j'en suis sûr, qu'il n'a rien fait de mal que sa fille est la méchante de cette histoire. J'ai longtemps attendu qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait, ce qu'il avait pris, l'identité qu'il avait essayé de me coller. Mais j'ai appris une chose cette année, certaines personnes ne s'excusent jamais. Elles ne le peuvent pas. Admettre un tort signifierait admettre que toute leur vision du monde est fausse. Et elles préféreraient tout brûler plutôt que de faire cela. Alors j'ai arrêté d'attendre. Je ne lui souhaite pas de mal. Je ne lui souhaite pas de bien non plus. Il ne fait simplement plus partie de mon histoire. Un personnage qui a eu ses scènes qui est sorti de scène. L'énergie que je passais autrefois à espérer qu'il change, je la consacre désormais à des gens qui le méritent vraiment. C'est cela, les limites, je l'ai appris, pas des murs, pas des punitions, juste une ligne claire entre ce qui est à vous ce qui est à quelqu'un d'autre. Et enfin, savoir de quel côté de la ligne on se tient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous laisser avec quelques leçons que j'ai apprises. Premièrement, les gens qui vous aiment le plus vous protégeront parfois d'une manière que vous ne pouvez pas voir. Ma grand-mère a passé des années à préparer le jour où j'aurais besoin de connaître la vérité. Elle ne me l'a pas dit de son vivant parce qu'elle savait que je n'étais pas prête. Elle m'a fait confiance pour trouver ma propre force. Et ensuite, elle s'est assurée que j'aurais les outils pour m'en servir. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui croit en vous, même quand vous ne pouvez pas croire en vous-même, accrochez-vous à cela. Même s'il est parti, sa foi en vous continue de vivre. Deuxièmement, le silence n'est pas toujours de la faiblesse. Pendant des années, j'ai pensé que mon incapacité à tenir tête à mon père signifiait que j'étais une lâche. Mais parfois, le silence, c'est juste de l'attente, accumuler de la force, rassembler des preuves, apprendre la forme du champ de bataille avant d'y poser le pied. Quand j'ai enfin parlé, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et mon père, qui avait pris mon calme pour de la soumission, ne l'a jamais vu venir. Troisièmement, c'est la leçon que j'aurais aimé que quelqu'un me donne il y a des années: vous ne devez pas le pardon à des gens qui ne vous l'ont jamais demandé. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles ne sont pas cruelles. Elles sont juste de la clarté: voici où je m'arrête, va où tu commences. Voici ce que j'accepterai, va ce que je n'accepterai pas. Savoir cela n'est pas trahir sa famille. C'est s'honorer soi-même.
Ma grand-mère signait sa dernière lettre de la même façon qu'elle signait chaque lettre qu'elle m'avait envoyée, tout mon amour, pour toujours. Pendant 30 ans, j'ai douté de ces mots. Je pensais que son amour était assorti de conditions que je n'avais pas réussi à remplir. Aujourd'hui, je sais mieux. Son amour n'a jamais été conditionnel. Les seules personnes qui m'ont fait croire le contraire étaient celles qui m'avaient volé. Voilà mon histoire. Une clé dans une enveloppe. Une lettre dans un coffre-fort. Une vérité qui ne pouvait rester enterrée. Si une partie de ce récit a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti négligé, sous-estimé ou si l'on vous a fait croire que vous valiez moins que ce que vous êtes, je veux que vous sachiez que ce n'est pas le cas. Et vous n'êtes pas obligé de rester coincé dans cette histoire. Dans la description, vous trouverez d'autres histoires comme celle-ci. Des gens qui ont trouvé leur voie. Des gens qui ont arrêté d'accepter moins que ce qu'ils méritaient. Écoutez-les si vous le souhaitez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, partagez-le. Je m'appelle Faites Mercé, j'ai survécu à mes parents.